Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors à 25 ans, elle a traversé l'Atlantique à la rame. 15 ans plus tard, elle utilise son aventure pour vous aider à relever les défis quotidiens, à la fois lors de conférences dans les entreprises, mais aussi avec son livre sorti en février dernier. Bonjour Peggy Boucher. Bonjour. Alors votre credo, c'est oser toujours, céder parfois, renoncer jamais. C'est une philosophie qui s'applique à tous les domaines de la vie. Non seulement à tous les domaines de la vie, mais également à tous les âges de la vie. On en parle tout à l'heure ensemble. On a hâte. Ça peut nous intéresser. Ça va beaucoup ça marche aussi. intéresser tout le monde en fait. À côté de vous, comme chaque lundi, nous recevons Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Salut Pauline, écoute, cette semaine on parlera football avec le Stade Brestois à nouveau tenu en échec ce samedi face à Laval, football américain, à l'occasion d'un derby breton entre Brest et l'Armor-Plage. Et puis on terminera par du basket avec une belle affiche samedi prochain en direct sur les chaînes bretonnes. Ce sera tout à l'heure dans l'Instant Sport. Et ce 23 mars, nous revenons évidemment sur le premier tour des élections départementales. Pour en parler, René Pérez et Olivier Clèche. Bonjour. Bonsoir. Alors avec 51,11% de votants, la participation dans le Finistère a été plus forte que prévu ce dimanche, Olivier. Ah oui, mais les Bretons sont de bons citoyens. Et puis on leur a tellement dit que l'abstention allait être écrasante ce week-end qu'ils ont pris un peu le contre-pied. Parfois ça a du bon d'avoir mauvais caractère. Alors le Parti Socialiste et la droite sont au coude à coude. Au soir de ce premier tour, la droite est en tête dans 14 des 27 cantons du Finistère, René. C'est retiré. On est à peu près à égalité, à mi-parcours entre les deux. L'avantage de la droite ne doit pas être pris en compte dans la mesure où il y avait une union des formations de droite, ce qui n'était pas le cas à gauche. Les voix se sont dispersées. Donc on va attendre de voir ce que va donner le deuxième tour, puisque normalement les voix de gauche devraient se réunir. On part pour l'instant dans un résultat qui pourrait être extrêmement serré, du style 13 à 14, puisqu'il y a 27 cantons, 13 à 14 ou 15-12, quelque chose comme ça, mais en tout cas ça s'annonce serré au deuxième tour. Un petit mot sur Bernadette Malgorn, peut-être. Bernadette Malgorn, qu'on présentait comme peut-être la future présidente du Conseil général, ça s'annonce assez mal dans son canton. Son résultat paraît insuffisant pour lui assurer l'élection au deuxième tour. 35% des voix. Son problème, c'est qu'elle n'a pas de réservoir de voix en dehors des voix du Front National, mais je ne suis pas sûr qu'elles aillent toutes sur son nom. Même en cumulant les deux, on n'arrive pas à 50%. Ça s'annonce très compliqué. Alors un seul binôme a été élu au premier tour. C'est le duo socialiste Michael Kernès et Anne Maréchal sur le canton de Quimperlé, René. Oui, Michael Kernès, qui est un des hommes forts du Conseil général, qui pourrait être d'ailleurs président du Conseil général s'il n'était pas déjà maire de Quimperlé. Or, depuis quelques années, c'est incompatible. Si on est maire d'une commune, on ne peut pas être président du Conseil général. Mais avant il est très attaché à sa mairie de Quimperlé. Et il est très attaché. Il nous a dit depuis longtemps d'ailleurs que le mandat après lequel il courait depuis qu'il est tout petit, c'est de devenir maire de Quimperlé. Bon, il va être maire de Quimperlé pendant quelques années. Pourquoi pas président du Conseil général plus tard en abandonnant la mairie de Quimperlé. Alors on va l'écouter justement. Donc Michael Kernès avec Anne Maréchal, les heureux tous les deux d'être les premiers élus de cette nouvelle assemblée départementale. Ils sont au micro de Christophe Boucher. Je vais tenter de dire qu'il faut choisir dans la cohérence, c'est-à-dire les candidats qui ont à la fois un bilan, un projet, qui forment une équipe et qui ont une chef de file. Ce qui fait toute la différence avec nos adversaires de l'Alliance pour le Finistère. Et puis aux électeurs du Front National, tout simplement leur dire que ce n'est pas une solution et que le Front National ne propose rien de bon. Que nous comprenons les difficultés sociales, les précarités, le chômage. Nous y travaillons pour lutter contre tout cela, mais aucune proposition du Front National ne pourra changer votre quotidien. Ne vous trompez pas. Je suis un maire de Quimperlé heureux et un conseiller départemental depuis hier soir avec Anne Maréchal. Donc non, pas de regret, mais la volonté de servir les Finistériens, de servir notre équipe et d'être aux côtés de notre future présidente Nathalie Sarah-Bezol. Très heureuse. Très heureuse que les électeurs nous aient fait confiance et on sera à la hauteur et on tiendra nos promesses et à la hauteur de leur confiance. Et puis un cafouillage à Plabennec où l'on a bien cru que le binôme de droite composé de Marguerite Lamour et de Bernard Giberg était élu au premier tour, et puis en fait non, Olivier. Eh ben non, Pauline, ouais, un peu pense sur le bec, puisque comme d'autres, on s'est fait un peu piéger, on a élu un peu prématurément Marguerite Lamour. On avait juste oublié qu'elle n'avait pas atteint le seuil des 25% des inscrits qui est nécessaire pour pouvoir être élue au premier tour avec une majorité absolue. Donc voilà, ça sera partie remise dans une semaine, mais je pense qu'elle n'a pas trop d'inquiétude à se faire.
Autre cafouillage aussi à Plamennec, décidément, ce canton-là est maudit, mais là c'est côté Front National où ils se sont un peu plantés dans la rédaction de leur bulletin de vote et du coup les bulletins ont été invalidés. Ils n'ont pas respecté l'ordre alphabétique de présentation des candidats qui est pourtant prévu par le code électoral. Ça leur a été fatal. Donc voilà, un coup pour rien. Et alors il y a quand même deux bulletins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a fait plus de 50%. C'est parce que les voix du FN n'ont pas été prises en compte, donc voilà. Elle est passée au-dessus de 50%. Et alors il y a quand même deux bulletins qui ont été apparemment imprimés par des gens chez eux, respectant l'ordre alphabétique. Donc c'est ça le petit pourcentage infime pourcentage du Front National, mais enfin. En tout cas, pas de problème avec les bulletins FN du canton de Brest-Plouzané. Le Front National y récolte 18,41% des voix et sera en duel avec le PS au second tour. À noter que c'est le seul binôme FN qui passe au second tour, alors que ce parti était présent donc dans les 27 cantons du Finistère. On écoute la réaction du duo frontiste Maxime Bayache et Michel Langui au micro de Camille Pochet. On est unis et je pense que c'est important quand d'autres se divisent et sont obligés de s'associer pour arriver à éventuellement nous atteindre, peut-être nous dépasser, mais enfin notre force et notre conviction. Nous faisons des thèmes donc locaux et nationaux aussi, parce que c'est une élection avec un enjeu bien sûr national. Le fait que l'UMP et l'UDI étaient donc divisés en deux binômes à faciliter notre accès au second tour, mais c'est vraiment les citoyens de ce canton qui ont voté pour nos idées et notre programme. Lutter contre la précarité des personnes âgées et leur pouvoir d'achat, leur autonomie, également pour les personnes handicapées, qu'on oublie souvent. Lutter contre l'immigration massive, l'insécurité, mais aussi, je veux dire, nous avons des vraies propositions. Nous proposons justement pour les personnes âgées d'améliorer l'APA, de lutter contre le RSA, justement les fraudes au RSA, qui permettra de faire des économies et justement de pouvoir baisser les impôts, qui sont des vrais pouvoirs qu'ont les départements. Alors René, ils ont créé la surprise, ce binôme Front National, dans le canton de Brest-Plouzané? Alors, ils créent la surprise en se qualifiant avec seulement 18% des voix, ce qui est quand même pas beaucoup, alors que dans d'autres cantons, le FN est arrivé à 22-23%, sans réussir à se qualifier au deuxième tour. Ici, on est dans un scénario un peu inattendu. En fait, la droite est unie dans pratiquement tous les cantons, sauf dans celui-là, où il y a deux listes de droite qui se sont présentées, qui se sont affrontées, même verbalement, de façon assez violente, et puis à l'arrivée, arrive ce qui doit arriver, c'est que les deux sont éliminés, et le troisième larron, si je puis dire, c'est le Front National, dans un canton où il ne réalise pas un gros score, se trouve qualifié pour le deuxième tour. Et la gauche donc arrive en tête dans ce canton. Pour la gauche, ça ne devrait pas poser de problème au deuxième tour. Oui. Donc, la droite divisée dans ce canton de Brest-Plouzané. Comment les deux binômes de droite interprètent leur défaite et quelles sont leurs consignes de vote pour le second tour? On écoute Nicolas Demercastel d'Alliance pour le Finistère ainsi qu'Yves Pagès, le dissident UMP. C'est au micro de Frédéric Lorenzon. La responsabilité est portée par un seul homme, notre dissident Yves Pagès, qui, par sa dissidence justement, fait perdre la droite. Le score cumulé de nos deux listes permettait, dans une dynamique de victoire, de basculer en tête à la fin du premier tour. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et nous le déplorons. J'ai fait la preuve dans ce résultat qu'on était les meilleurs candidats. Imaginez que j'ai eu l'investiture et que les deux UDI n'aient pas eu l'investiture, ils auraient fait 3-4%. Donc manifestement, moi j'ai été écarté, bon faut le savoir, par Madame Malgorn qui me fait payer mon non-soutien au municipal. Voilà, alors qu'elle avait carte blanche donnée par Madame Lebrun au niveau départemental pour les investitures sur Brest. Et maintenant l'élection est jouée, le Front National sera battu, bien évidemment. Nous invitons effectivement nos soutiens et nos électeurs à se reporter sur le candidat démocrate, en l'occurrence Marc Labbé et Florence Kahn. Moi, j'ai jamais voté PS, donc je ne vais pas appeler à voter PS. Je n'ai jamais voté Front National, je ne vais pas plus appeler à voter Front National. De toute façon, mes électeurs sont propriétaires de leur voix, donc ils feront ce qu'ils veulent au deuxième tour. Et un petit mot sur Nathalie Sarabezol, Olivier, donc tête de liste PS, elle était présente dans le canton de Guy Pavard. Voilà, donc Nathalie Sarabezol avec Stéphane Perron qui arrive en deuxième position dans le canton de Guy Pavard. C'est pas un score extraordinaire, ça la met en selle malgré tout pour le deuxième tour. Nous la retrouverons d'ailleurs dans une émission spéciale qui sera diffusée mercredi en début de soirée à 19h30 et nous verrons qui sera en face d'elle puisque contrairement à la gauche, la droite n'a pas encore de candidat totalement désigné pour mener ses couleurs au deuxième tour. On peut supposer que ça va se jouer probablement entre Bernadette Malgorn et pourquoi pas peut-être Marguerite Lamour. On verra.
On part maintenant dans les Côtes-d'Armor où l'on note aussi une forte poussée du Front National. Depuis 1976 et l'élection de Charles Josselin à la tête du Conseil général, les Côtes-d'Armor sont restés un fidèle bastion de la gauche malgré plusieurs vagues bleues successives. À l'issue du premier tour des élections départementales, la droite arrive en tête dans de nombreux cantons du département. On fait le point dans le 22 avec Anne Burlot. Avec un taux de participation de plus de 56%, les Côtes-d'Armor font figure de bons élèves. À voter. À l'issue du premier tour, les socialistes qui gèrent le département depuis près de 40 ans ont été ébranlés. Mais Vincent Lemot reste confiant sur l'issue du scrutin. Une satisfaction, tout d'abord, pour être aujourd'hui à gauche la force la plus importante. On a réussi à dépasser les 40% dans un certain nombre de cantons. Elle est située entre 30 et 40% dans une autre série de cantons. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de dynamique pour le deuxième tour. Pour Alain Cadec, le leader de l'opposition, tout est encore possible. Côté sur le département des Côtes-d'Armor, on peut dire qu'il y a un succès incontestable des candidats de l'Union du Centre et de la droite républicaine. En tous les cas, une poussée importante de notre électorat. Par contre, on voit bien aussi une poussée du Front National qui est incontestable et qui est un peu une surprise quand même, parce qu'on pouvait imaginer 10-12% peut-être, mais 18 voire 20%, c'est considérable. Avec 19% des suffrages, le FN arrive en tête au premier tour, mais il ne sera présent au second tour que dans un seul canton, à Bron, pour une triangulaire face au PS et à l'UMP. Dans le canton de Callac, 2 conseillers départementaux socialistes ont été élus dès le premier tour. Pour l'ensemble des 26 autres cantons, on prévoit des duels qui s'annoncent très serrés. La majorité de gauche a été sérieusement accrochée. Ce n'est pas une surprise. C'est aussi pas une percée, mais une confirmation du Front National. À part 8 cantons où la gauche est à peu près assurée, la décision règne. Même pour la droite, qui a quelques cantons aussi, mais effectivement, ce sont les électeurs du Front National qui feront la différence, parce qu'il n'est pas assuré non plus, il n'est pas gagné qu'ils aillent voter pour la droite systématiquement. Les clés du scrutin sont donc entre les mains des électeurs du FN et des abstentionnistes qui se mobiliseront pour le deuxième tour. Et René, un petit mot sur les autres départements, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Le Morbihan, c'est quasi gagné d'office. Il restera à droite, mais il n'y a pas de suspense. L'Ille-et-Vilaine, c'est un peu comme dans les Côtes-d'Armor et le Finistère. Ça peut se jouer à très peu de choses près. Pour l'instant, c'est plutôt la droite qui part favorite. Mais ces 3 départements de gauche pourraient aussi rester à gauche, comme c'était le cas jusqu'à présent. Fin du suspense en tous les cas. Dimanche, on le retrouvera sur TBO en direct dès 20h30. Olivier avec les candidats, avec René. Et des tous les invités, résultats. des analyses et tous les résultats. Voilà, dès 20h30 en direct sur TBO ce dimanche. Allez, on prend un petit peu le large avec l'autre grand événement du week-end. C'était la marée du siècle. Avec un coefficient de 119, l'île de Bas était accessible à pied. L'occasion d'une randonnée inédite organisée par le centre nautique de Roscoff. Et Julie Sicot a retroussé son pantalon. Regardez. Le moment est rare, l'île de Bas n'est plus vraiment une île. Avec cette grande marée ce samedi, elle n'a jamais été aussi proche du continent. Un groupe de marcheurs a décidé de se lancer à son assaut, tels des nouveaux conquérants. En général, on fait des balades en voilier, donc ça fait bizarre de voir les fonds. C'est vraiment profiter de l'occasion de l'événement pour découvrir ce côté-là de la côte. Certains marcheurs ne perdent pas leurs bonnes habitudes et ne sont pas venus là uniquement pour admirer le paysage. Des trésors, habituellement cachés, se révèlent sous leur passage. C'est que là, en fait, c'est des zones qui sont pas exploitées d'habitude en pêche à pied, donc les tailles de bigando sont un peu plus grosses, quoi. Après quelques minutes de marche, l'obstacle le plus compliqué apparaît. Un bras de mer d'environ 200 mètres de large dans une eau d'à peine 10 degrés. En face, l'île de Bas, dévorée des yeux par nos marcheurs, mais on ne s'improvise pas conquistador. Là, on a le passage qui est devant nous. C'est pas loin en face, mais là pour l'instant, donc on voit, là, je sais pas si vous voyez, on voit les algues. Les algues, elles sont encore couchées et en direction de l'ouest. Donc ça veut dire que la mer, elle continue de descendre, donc il y a encore pas mal de courant. Donc on va attendre que la mer se renverse pour passer au moment propice, quoi. Et c'est bien équipé avec un gilet de sauvetage et des vêtements chauds que notre équipage s'enfonce dans l'eau pour cette épopée, comme Moïse franchissant la mer Rouge. Et enfin, après quelques pas, la terre promise est conquise.
C'était assez spectaculaire en plein milieu du chenal là, parce qu'il y avait des sacrés dénivelés. Donc on a joué un peu l'entraide pour que tout le monde puisse passer, mais ça restera gravé à toujours cette petite traversée là. Nos marcheurs ont achevé leur périple jusqu'au sommet. Il ne leur a manqué qu'un drapeau à planter, mais malheureusement pour eux, l'île est déjà habitée. Elle n'a pas attendu que la mer soit basse pour traverser l'Atlantique, puisque c'est à la rame que Peggy Boucher a relié le Cap-Vert à la Martinique. C'était déjà il y a 15 ans. Oui. Alors ça représente juste 4400 km, 800 000 coups d'aviron environ. Vous revenez sur votre aventure et sur votre philosophie de vie qui va avec dans un livre sorti en février dernier. Ça s'appelle « Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais ». Mais vous n'avez pas attendu 15 ans pour raconter, parce que très rapidement, vous avez eu envie de partager cette expérience sous forme de conférence. Comment ça s'est passé et pourquoi En fait, j'ai été rapidement sollicitée par les entreprises et par le grand public en fait, pour intervenir et pour à la fois partager ces moments, à la fois défis personnels, travail d'équipe, et puis tout l'aspect maritime. Et je me suis rendu compte rapidement que les gens s'y attendaient autre chose, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus intellectuelle et beaucoup plus aussi philosophique, d'avoir une réflexion sur à la fois la solitude, sur l'audace, sur la gestion du risque, autant d'éléments qu'on rencontre un peu tous les jours. Et c'est vrai que le discours a changé et puis est devenu beaucoup plus une sorte d'exercice de maturité. Et j'avais envie de le partager. Et ça marche. Alors, vous servez de la victoire, mais aussi de l'échec, parce qu'en 98, vous aviez dû abandonner votre première tentative de traverser l'Atlantique à la rame. C'était 130 km avant d'arriver aux Antilles. C'est aussi l'échec, ça marche aussi dans ces séminaires d'entreprise, ces conférences dans les entreprises. Oui, je crois que ça marche également dans les séminaires d'entreprise, mais je crois que c'est aussi dans la vie en général, parce que en France notamment, on a toujours considéré l'échec comme quelque chose comme une sorte de frein, quoi, donc de quelque chose d'effrayant, alors pour moi, on a été toujours élevés, ma sœur et moi, dans une optique où il faisait partie, en tout cas intégrante, de la vie, de l'existence, quoi. Donc il n'a jamais fallu, en tout cas, avoir peur de tomber, de se relever et de continuer. Et je pense que le sport, notamment, nous a aidés à beaucoup de choses. On apprend à gagner, on apprend à perdre. Et je trouve que c'est des magnifiques valeurs de partager, en tout cas. Parce que ce qui est le plus intéressant dans votre expérience, c'est surtout l'échec. C'est d'échouer à ce point-là, de faillir y laisser la vie, de rester accroché à un bateau pendant... Normalement, on doit rentrer à la maison, dire plus jamais, je ne plus jamais. et un an et demi après, elle repart. Et c'est là que c'est admirable, parce que pour les gens qui réussissent, c'est toujours très facile. En revanche, un échec de cette taille-là et avoir le culot de repartir un an après, c'est là qui est le niveau de la performance. Oui, parce que c'était 79 jours de mer, j'ouvrais une voie aux femmes, il y avait un vrai esprit pionnier, et puis c'était simplement la veille de l'arrivée. Donc ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Mais à la fois aussi, comme je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste, je trouve qu'il faut être fier de ce qu'on a accompli. Et je suis partie du principe qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise expérience. Il n'y a pas d'adjectif à l'expérience. Dans tous les cas, elle sera positive à partir du moment où on arrive à tirer profit, en fait, de ce qu'on a pu vivre. Alors, le lien, justement, entre le sport... Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau comme vous qui interviennent maintenant dans les entreprises. On l'avait noté avec Ludovic Jean, justement. Ce lien entre la vie de tous les jours et le sport de haut niveau, c'est les mêmes valeurs. La vie de tous les jours peut être du sport aussi. C'est vrai. Je pense que dans le sport, on est souvent avant tout à la fois son meilleur ami et puis aussi son principal adversaire. Donc, faut pas se tromper. Enfin, je veux dire que en tout cas dans ma partie, dans tout le domaine de l'aventure maritime, c'est la mer, ce n'est pas l'adversaire, quoi. Ça serait beaucoup trop présomptueux. Mais je crois que la personne qui doute, qui a peur, c'est soi-même. Donc il faut au quotidien essayer de les vaincre, muscler son audace, à la fois être positif, optimiste, toujours se projeter en vainqueur et avoir une vision, toujours se penser à ce qu'on veut faire et non à ce qu'on craint de faire. On est dans une société où le principe de précaution maintenant a tendance à régner en maître et où on n'entreprend pas justement par peur du risque. Est-ce que c'est pas quelque chose qui paralyse un petit peu ça là? Si, mais je crois qu'on a peur du risque, on est aussi dans une optique où on a peur d'innover. Et je pense que ça va souvent de pair. Parce qu'on est toujours dans la crainte, quoi, d'oser. Et à partir du moment où dans une entreprise, dans la vie, à l'école ou même dans la famille, on institutionnalise la prudence comme presque une règle de vie, on va forcément dans quelque chose, d'une position relativement dangereuse. Moi, je préfère quelqu'un qui prend des risques plutôt que quelqu'un qui subit.
Non, quand on prend un risque, on va de l'avant. On essaye en tout cas de donner quelque chose et on est prêt aussi à esquiver, on est prêt à échouer, mais en tout cas, on ose, quoi. Vous dites que chez les anglo-saxons, l'échec est souvent la première marche vers la réussite, alors que chez nous, c'est souvent un point final. On a échoué, on arrête. Oui, parce qu'on est toujours dans cette peur de l'échec, quoi. On la craint. Si vous pouviez, non. On est un loser ou on est un winner, mais en tout cas, on n'a pas le droit de tomber, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on reproche souvent d'ailleurs aux tennisman français. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les croiser dans votre... Oui, j'aime beaucoup le tennis. Et on leur reproche souvent d'être dans ces moments charnières, dans une saison... D'être un peu plus fragile au niveau mental que les autres joueurs, oui. C'est vrai. Oui, parce que je pense qu'on est en des ordinateurs de vivier, quoi. Et puis on met beaucoup de pression sur les tennisman ou les tenniswoman. Et puis on leur dit, tiens, il se peut qu'ils gagnent, il se peut qu'ils perdent, mais toujours beaucoup de pression. On a du mal, en tout cas, à l'appréhender. Et on l'encourage pas suffisamment. Et je pense que c'est pas non plus. Alors vous êtes hyper positif. Vous êtes quelqu'un de très positif, le sens de l'humour. La preuve du fait que vous êtes bonne vivante aussi, pendant votre traversée de l'Atlantique, vous faisiez 2 apéros par semaine. Oui. C'est vrai. C'est mon entraînement à Brest. C'est votre passage brestois. C'était Eugène Riguidel qui m'avait offert de l'alcool de pomme avec un peu de framboise. C'était pas non plus. Non, c'était costaud. Même dans les périodes un peu difficiles où j'avais des aftes à cause de la nourriture lyophilisée, j'en prenais, c'était plutôt radical. Ça, l'apéro, je crois qu'on a le mode d'emploi, mais une ou deux clés, une ou deux recettes que vous nous donneriez, parce que parfois on a l'impression que c'est un peu des remèdes, on va dire pas de charlatan, mais il faut faire de la méthode couée, se dire je suis le meilleur, c'est une journée merveilleuse alors que c'est une journée de merde. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est indispensable, c'est de bien se connaître. Parce que quand on a une bonne connaissance de soi, on arrive exactement à identifier ses freins et ses motivations. Donc on gagne énormément de temps dans la vie. Quand on connaît exactement quelles peuvent être nos relations, à la fois un projet et notamment quand on se lance un défi quel qu'il soit, que ce soit aussi bien arrêter de fumer que de moins utiliser le téléphone, c'est de bien savoir identifier en tout cas le problème avant d'y aller. Et puis c'est surtout voir la vie avec beaucoup d'enthousiasme et de positif. Merci beaucoup, Peggy Boucher. Alors, on retrouve toutes les infos sur votre parcours, sur vos conférences, sur le site peggyboucher.fr. Donc, je rappelle aussi que votre livre, Osez toujours, cédez parfois, renoncez jamais, est disponible en librairie. Alors, vous vous intéressez au sport en général, hein, Peggy, j'imagine. Ça tombe bien, puisque c'est l'heure de l'instant sport. Ludovic, on commence cet instant sport avec du football et le match nul du Stade brestois face à Laval ce samedi. Et peut-être que les joueurs brestois auraient peut-être besoin aussi de la positive attitude de Peggy Boucher pour terminer la saison. Match nul 0-0 samedi face à Laval sous un beau soleil. Et oui, ça arrive aussi à Brest. Alors soyons clairs, ça n'a pas été le match de l'année face à des Lavallois bien regroupés et difficiles à bouger. Mais les meilleures occasions malgré tout étaient brestoises dans cette rencontre, notamment sur coup de pied arrêté. On le voit ici avec Wilfried Mwembe en début de match, mais également sur corner avec des têtes de Youssef Fanman, puis celle du défenseur Ismaël Traoré. Problème, les joueurs d'Alex Dupont ont manqué de précision face au but. Alors, malgré ses contre-performances à répétition, Brest reste 5e de Ligue 2 avec 1 point de retard sur Dijon 3e, 2 sur Angers le second, mais 9 points sur le leader 3, leader de ce classement. Pas de match le week-end prochain en raison de la trêve internationale. Les Brestois ont maintenant 2 semaines devant eux avant d'entamer la dernière ligne droite du championnat. Et il va en falloir plus si Brest veut accéder à la Ligue 1. La Ligue 1, on en parle avec Guingamp, match nul 0-0 là aussi samedi soir face à Bastia. Les Guingampais 10e avec 39 points et bien parti quand même pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et on continue toujours avec du football, mais américain. On a profité de la rencontre de championnat entre les Tonnerres de Brest et les Celtics de l'Armor Plage pour vous faire découvrir ce qu'est ce sport dans notre région. Alors par exemple, savez-vous Pauline que l'équipe de Brest est entraînée par un Américain? Non, je ne savais pas. Voilà, je vous l'apprends. Il s'appelle Jarvis McGarrah. Il a 42 ans et il arrive tout droit de Floride pour aider le club dans sa progression. Dans cette émission, à découvrir également un reportage sur les cheerleaders de Brest, cette discipline qui mêle chant, danse et acrobatie. Et puis sur le terrain, les Tonnerres de Brest n'ont pas fait dans le détail.
ont étrié l'Armor Plage, victoire 52-6. Brest 4e de Division 3 devant l'Armor Plage. Tous les détails sont donc à découvrir dans Multisport cette semaine. Et on termine avec du basket et un événement à ne pas manquer samedi prochain sur TBO. Un vrai beau match de basket samedi prochain en direct sur nos antennes de la Ligue 2 féminine avec le Léon Trégor Basket qui reçoit Roche-Vendée, 2e du championnat. Une belle occasion de briller pour les joueuses de Stéphane Lett, le jeune entraîneur de cette équipe, même si ce sera compliqué face à une équipe de la Roche-sur-Yon qui n'a perdu que 4 matchs cette année. En attendant, ce week-end, le LTB a réussi la belle opération en allant gagner au Havre. Victoire 65-57. Les Bretonnes 7e au classement de cette Ligue 2. À ne pas rater donc ce match samedi soir en direct depuis Landerneau. Merci beaucoup Ludovic. Et un petit mot de voile pour terminer avec le duo Bernard Stam-Jean Le Cam en passe de remporter la Barcelona World Race. Les Finistériens devraient franchir la ligne d'arrivée ce mercredi après un tour du monde sans escale. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain à la même heure et notre invité sera Dan Arbraz. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.